Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la partie 2 de l'iceberg. La première vidéo vous a assez plu. Ça me fait énormément plaisir. Et si vous voulez continuer à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, à partir de maintenant, l'ambiance va totalement changer. Les trois premiers niveaux de l'iceberg étaient assez tranquilles. On a parlé de sujets assez tranquilles qui faisaient pas spécialement peur. Mais dans ces trois derniers niveaux de l'iceberg, on va descendre encore plus bas. Donc il n'y aura pas seulement de sites bizarres faits par des artistes ou des énigmes dans des sites internet. On va descendre tellement profondément que certains sites internet ont littéralement été créés par des criminels ou des vidéos interdites au grand public. Donc préparez-vous et bienvenue dans le niveau 4. Alors ce site a quand même un nom assez bizarre, surtout pour les gens qui comprennent l'anglais et qui arrivent à traduire le nom de ce site. Ce site qui est apparu en 2010 était seulement un petit forum pour partager des vidéos assez courtes qui tournaient en boucle, un peu comme l'époque de Vine. Mais le contenu de ces fichiers n'était pas souvent des vidéos normales. Parfois il s'agissait de films très anciens, en cassette, d'une violence psychologique extrême. La vidéo la plus populaire de ce site montrait une personne avec une cagoule, assise dans une pièce sombre, en train de couper des morceaux de viande crue qu'on ne peut pas distinguer. Tout cela se passait dans un long silence, coupé seulement par une respiration lourde et paniquée. L'espace commentaire était littéralement désactivé et l'adresse du site changeait tout le temps pour empêcher aux gens et aussi à la police de savoir qui était cette. Les gens pensaient qu'il s'agissait d'un véritable meurtre, même si l'idée d'un projet de film d'horreur est quand même assez probable. Le fait que personne n'ait dit que c'était pour de faux, ou aucun créateur ne s'est associé ne serait-ce qu'à ce sujet, rend l'histoire assez sombre. Est-ce que le créateur est mort, ou voulait faire durer le suspense au maximum? Ça, on ne sait pas. Ce site-là est un forum japonais qui est assez bizarre, qui a été en ligne vers les années 2000. Le terme correspond à aucun nom existant. C'est une idée qui a été née d'un mode de texte et d'images très sombres. À l'origine, les utilisateurs remplissaient les discussions avec une phrase répétée partout. Don't be Tanasin. Ne soyez pas Tanasin. Ce mode de texte était souvent associé à une image qui était particulièrement dérangeante. Un visage avec des formes géométriques tout simples, déformé avec un sourire très vide et des yeux creux. Les discussions qui parlaient de Tanasin finissaient toujours par bugger, par être inondées de dessins faits avec des lettres ou des symboles représentant des visages en train de hurler. La légende urbaine disait que si on comprenait le sens caché du mot, on devenait fou immédiatement, ou on perdait littéralement la mémoire. C'est un exemple fascinant de la façon dont un groupe de gens cachés peuvent créer une histoire terrifiante à partir de rien. Une sorte de monstre imaginaire inventé sur un ordinateur pour faire peur à tout le monde. Pendant des années, Mortis.com a été le site préféré des chasseurs d'énigmes. Lorsqu'on tapait cette adresse, la page d'accueil était totalement vide. Un fond noir, une ligne de texte demandant un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe et absolument rien d'autre. Aucune option pour retrouver son compte, aucun indice, aucune aide visuelle. Le mystère est devenu immense lorsque des experts en informatique ont commencé à fouiller le site. Ils ont découvert que cette simple adresse était reliée à des ordinateurs privés contenant des milliers de gigaoctets de fichiers cachés. Une taille gigantesque et impossible à expliquer pour un site de l'époque. Plus troublant encore, le nom du propriétaire était lié à un faux nom utilisé dans des papiers officiels des gens qui travaillaient pour l'armée américaine. Dès que des hackers ont partagé publiquement des programmes pour essayer de deviner le mot de passe en testant des millions de possibilités, le FBI a pris le site et l'a purement et simplement effacé d'Internet. Mortis.com n'était pas un jeu, c'était un coffre-fort informatique de haute sécurité protégeant des données secrètes gérées par une organisation cachée à la vue de tout le web normal. Derrière ce titre, qui fait penser à une page souvenir pour un animal de compagnie, se cache l'une des dérives les plus étranges et les plus étouffantes des débuts de YouTube. Cette chaîne, faite en apparence pour un chien nommé Lex, s'est transformée en une gigantesque de base de données, d'archives vidéo impossibles à comprendre. Les clips montraient des plans fixes de paysages vides, de routes de campagne la nuit,
coupé par des textes qui sont très rapides et des codes complexes. L'ambiance est devenue très lourde lorsque des internautes ont remarqué que les sons cachés dans les vidéos contenaient des signaux de détresse d'avion et des enregistrements de voix déformées qui lisaient des rapports de police. La rumeur dit que cette chaîne était utilisée par une personne devenue très paranoïaque et malade après la perte de son animal, ce qui pourrait un peu expliquer le nom de cette chaîne. L'accumulation de milliers de vidéos bizarres, sans aucune explication, donne à l'ex de Wonderdog une ambiance de folie en solitaire particulièrement dérangeante. LHOHQ, qui signifie Laughing Horse Orifice Headquarters, vraiment désolé pour l'accent, est un immense réseau de sites web qui représente le sommet des théories du complot et du bazar informatique sur le net public. Après cette adresse revient à ouvrir un livre de pure folie. Les pages se rechargent toutes seules, toutes les secondes, affichant des milliers de collages d'images et de politiciens menteurs, de documents secrets de la CIA cachés par des lignes noires, de photos de guerre et des textes pleins de haine, impossibles à lire, écrits en lettres géantes. Ce qui rend cette histoire inquiétante, ce n'est pas seulement son style agressif, c'est le fait que le site aspire en temps réel les infos de la télé et les sites du gouvernement pour les abîmer et les coller sur ses pages. Les serveurs du site s'étendent sur des dizaines de copies et les programmes cachés derrière sont si puissants qu'ils attaquent les navigateurs des internautes qui essayent de regarder comment le site est fait. S'agit-il d'un travail de groupe d'hackers ou une expérience d'intelligence artificielle de l'armée américaine? À première vue, le Dotherfleet Wiki est une encyclopédie en ligne tout à fait normale, créée par un auteur indépendant pour lister ses projets d'écriture et ses histoires inventées. Mais dès que l'on commence à lire des articles en profondeur, le malaise s'installe directement. Le créateur de ce wiki est devenu tellement obsédé par sa propre vie qu'il s'est mis à écrire des dizaines de textes sur ses idées politiques et ses croyances religieuses extrêmes. Les articles décrivent de manière ultra détaillée, presque mathématique, des petites bêtises commises par ses voisins, des listes noires de personnes qu'il n'aime pas et des arbres généalogiques mélangés avec des vrais drames de l'histoire. Le wiki compte des milliers de pages écrites dans un style administratif très froid et très rigide. Se promener sur ce site donne la sensation terrifiante de visiter l'esprit d'un homme qui a patientement construit sa propre prison mentale en réécrivant la réalité pour se couper totalement du reste du monde. Nous touchons ici à l'un des dossiers les plus lourds de cet iceberg. World Cup Entreprise, apparu sur YouTube et plusieurs autres sites de partage au milieu des années 2010. Cette chaîne YouTube se présentait comme une entreprise internationale mystérieuse. Leurs vidéos commençaient généralement comme des vieilles vidéos de publicité de mauvaise qualité des années 80 ou des morceaux de musique bizarre. Sauf que quelques secondes, l'image coupait pour laisser place à l'horreur. Les vidéos montraient des caméras avancées dans des caves sales ou des couloirs sombres dans le noir complet, rythmés par des respirations paniquées. Dans l'un de leurs fichiers les plus célèbres, la bande-son laissait entre des pleurs et des hurlements d'enfants en grande détresse. Et les experts en analyse de son ont soupçonné d'être de vrais enregistrements de maltraitance ou de crimes graves sur des enfants. La communauté s'est rassemblée en masse, contactant le FBI et Interpol, bien qu'un groupe de musique bizarre ait plus tard essayé de dire que le projet était juste de l'art pour choquer. L'origine exacte et la vérité sur les sons n'ont jamais été trouvées. Cette organisation reste le témoignage le plus sombre des ponts qui existent entre le net public et les crimes les plus affreux
du Darknet. Celui-ci est un drame réel qui s'est passé littéralement sous les yeux des internautes. En 2014, un marcheur très fort et habitué aux conditions difficiles, nommé Kenny Veach, poste un commentaire sous une vidéo YouTube. Il affirme avoir découvert une grotte mystérieuse dont l'entrée a une forme parfaite, de M majuscule, près d'une base militaire secrète dans le désert du Nevada. Il raconte qu'en essayant de s'en approcher, son corps entier s'est mis à vibrer violemment et qu'une peur énorme et inexpliquée l'a forcé à s'enfuir. Face aux doutes et aux moqueries des internautes qui lui accusent de mentir, Kenny décide de retourner dans le désert, équipé d'une petite caméra, pour filmer la grotte et prouver ses dires. Well, here I am on my hike up here in the mountains north of Las Vegas. My mission today is to just do a one-day hike. It's about a 10-hour hike. Il met en ligne sa vidéo d'exploration et ça sera sa dernière trace de vie. Quelques jours après sa publication, Kenny Veach disparaît définitivement. Les équipes de recherche envoyées sur place n'ont trouvé que son téléphone portable, abandonné près d'un vieux puits. S'est-il perdu dans un immense désert ou a-t-il été tué par le gouvernement? Malgré son nom emprunté aux histoires de monstres de l'écrivain H.P. Lovecraft, actif à la fin des années 90, ce site affichait une page blanche contenant une seule ligne de texte codée et un lien vers un serveur de fichiers secrets. Ceux qui ont réussi à s'y connecter ont découvert des dossiers contenant des listes de surveillance, de conversations secrètes appartenant à des agences de sécurité nationales d'Europe et d'Amérique. Les fichiers contenaient des données sur des transferts d'argent et des listes d'écoute de domaines bloqués par la justice américaine. Au début des années 2000, l'usage du monstre Cthulhu n'était pas une couverture pour cacher un lieu de partage de secrets d'état-major, bien avant l'époque du site Wikileaks. La conspiration des paillettes est un mystère d'entreprise et d'usine qui a obsédé les forums d'enquête de Reddit et 4chan. Tout part d'une interview donnée au journal de New York Times par la responsable de la plus grande usine de fabrication de paillettes au monde, basée aux États-Unis. Au cours de la discussion, elle révèle qu'une industrie énorme et secrète est leur plus gros client mystère, mais qu'elle a l'interdiction absolue de révéler de quelle industrie il s'agit, affirmant que les gens ne devineraient jamais et que l'information devait rester secrète. Can you tell me what your biggest buyer is? No, I absolutely know that I can't. Okay, but you know what it is? Oh, God, yeah, and you'd never guess it. Let's just leave it at that. J'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Si tu veux pas le dire, pourquoi faire? Le web s'est enflammé, créant des sites d'analyse pour trouver ce client mystère. Les théories ont glissé vers des domaines beaucoup plus sombres, l'utilisation de paillettes microscopiques dans les armes pour suivre la trace de missiles, produits secrets dans l'essence de l'armée ou marquage chimique impossible à effacer, utilisés par les banques pour suivre les billets de banque. Le silence total de l'industrie de la paillette face aux vagues de questions des internautes a transformé une question simple en une vraie peur collective. Si vous étiez sur YouTube en 2008, vous vous souvenez forcément du phénomène qui était Maggie Bone. Feldup en a aussi parlé dans sa vidéo, mais je vais quand même en parler ici. Donc cette jeune fille américaine postait des courtes vidéos d'elle, face caméra, regardant l'objectif sans dire un seul mot, avec un regard vide et des légers mouvements de tête.
Ces vidéos ont accumulé des millions de vues, créant une fascination assez bizarre. L'histoire est devenue sombre avec la création du site Maggiebone.com par un utilisateur inconnu. Ce site proposait un jeu de piste glauque. En cliquant sur les yeux d'une photo de Maggiebone, l'internaute était envoyé vers des images violentes, des photos d'harcèlement de rue réel et des messages affirmant que la jeune fille était surveillée minute par minute dans sa vie privée. Ce qui avait commencé par une mode bizarre d'Internet a fini par montrer le côté le plus toxique du web. L'obsession d'un harceleur capable de créer un site entier pour terroriser une créatrice de contenu. Même si tout ça a révélé d'être une mascarade faite par une personne nommée Joachim, ça reste quand même une façon assez bizarre de marquer Internet. Pour terminer ce 4e niveau, nous allons analyser Jordi.org, le modèle absolu de l'art informatique créé par les artistes Johan Hemskerk et Dirk Weissmans. Lancé au milieu des années 90, ce site est une agression pour les yeux. Des lignes de code vert fluo sur un fond noir qui défile dans tous les sens, des faux messages d'erreur de l'ordinateur qui s'affichent en boucle et des liens qui semblent casser votre machine à chaque clic. Le sentiment d'inquiétude arrive lorsqu'on fouille le code source du site, les artistes ayant dissimulé des immenses dessins faits en caractères textuels représentant des plans de bombes atomiques, des schémas de réacteurs nucléaires et des notes de montage d'armes puissantes. À une époque où le grand public découvrait à peine Internet, Jordi.com a provoqué une vraie terreur chez de nombreux utilisateurs persuadés d'avoir infiltré par accident leur serveur secret d'un groupe terroriste internationaux. C'est une œuvre d'art brute qui utilise le code informatique comme une arme pour faire peur. Nous nous enfonçons encore d'un cran. À ce niveau-là de l'iceberg, l'ambiance devient beaucoup plus lourde et beaucoup plus étouffante. Nous laissons derrière nous les secrets d'État, les usines à paillettes, pour entrer dans une zone de pure détresse humaine, de fixation psychiatrique et des traumatismes bien réels. Derrière ce nom d'entreprise se cache l'un des projets d'art web les plus malsains et les plus agressifs du réseau. Taper l'adresse de Sentimental Corp revient à s'exposer volontairement à un programme de lavage de cerveau. Le site est une immense archive de vidéos saturées, de montages de mauvaise qualité répétitifs, mélangeant des images de mannequins en plastique coupés en morceaux, de vieux spots de pub sur les médias contre la tristesse et des sons très aigus faits pour créer des immenses crises d'angoisse. Perfect little drone. We'll adjust it to your disconnected lifestyle. Compartmentalized through your selfish phones. Typing worthless thought after worthless thought. Le créateur du site prétend vouloir dénoncer la société de consommation et la manipulation des gens par les entreprises de médicaments, sauf que la méthode utilisée ressemble à de la cruauté informatique. Le site utilisait des programmes qui bloquent directement le navigateur et entrent dans votre système pour perturber vos sens. Passer quelques minutes à se perdre dans ce site peut provoquer la nausée et une vraie angoisse qu'on se débarrasse seulement si on ferme notre navigateur. Cette affaire montre l'effondrement d'un utilisateur en direct sur les wikis de la plateforme Fandom, ce qui a commencé par des modifications mineures sur des articles sans rapport est soudainement devenu une obsession ultra violente autour du thème de la circoncision. Pendant des semaines, cet internaute a créé des milliers de faux comptes pour contourner les blocages des modérateurs, détruisant des encyclopédies dédiées à des dessins animés pour enfants ou à des jeux vidéo avec des descriptions médicales et traumatisantes de blessures intimes. Ces interventions n'étaient plus de simples messages polluants, c'était de longs textes décousus
écrit en lettres capitales rouges comme du sang, témoignant d'une grande détresse psychiatrique et de traumatisme personnel non soigné qui s'est déversé comme un poison sur Internet. Cette chasse entre les administrateurs et cet esprit en pleine décomposition reste l'un des épisodes de vandalisme les plus dérangeantes de l'histoire de Wiki. C'est l'une des vidéos les plus célèbres et l'une des vidéos les plus déroutantes du web. La séquence, d'une très mauvaise qualité d'image, montre un homme torse nu, assis à une table, dans une pièce complètement vide. Devant lui se trouve un bol de soupe qu'il mange à l'aide d'une grande cuillère. Ses yeux étaient cachés par un bandeau noir. Il pleure toutes les larmes de son corps. Soudainement, deux personnages vêtus de costumes géantes de mascotte, au visage bizarre et terrifiant, entrent dans le cadre, lui caressent le dos et la tête de manière faussement gentille, ce qui lui fait paniquer encore plus. La peur d'Internet s'est immédiatement enflammée, disant que l'homme avait été kidnappé par un réseau du Darknet et forcé à manger le reste de sa propre famille. La vérité, bien que moins sanglante, reste particulièrement glauque. Les costumes appartenaient à un artiste de spectacle nommé Raymond S. Percy, qui s'est fait voler ses mascottes lors d'un cambriolage. Les voleurs ont utilisé ces costumes pour tourner cette vidéo de torture psychologique pure afin de se moquer du créateur original. Voir ces figures d'enfants transformées pour filmer la détresse totale d'un homme prisonnier, laissant une sensation de malaise profond. Derrière ce titre assez mystérieux se cache le blog personnel d'un homme nommé Joseph Edward Dokken III. Entre deux séjours en prison, cet individu tenait un journal en ligne où il décrivait de longs textes sérieux sur le bien, le mal et la nature humaine. À première vue, on pourrait croire à un blog d'un écrivain assez bizarre ou d'un prêcheur excentrique. L'erreur totale arrive lorsque l'on réalise qui est vraiment l'auteur. Joseph Dokken était un tueur en série et un criminel extrêmement sadique, condamné à mort pour l'assassinat d'une famille entière et le kidnapping de jeunes enfants en 2005. Lire ces textes en connaissant ces vrais crimes est une expérience insupportable. Sur ces pages, il explique ses pulsions destructrices, justifiant ses actes affreux à travers des textes froids et manipulateurs. The Fifth Nail n'est pas une histoire inventée pour faire peur. C'est une plongée brute dans la tête d'un véritable monstre humain resté accessible sur Internet comme une cicatrice. Le forum de 4chan est connu pour ses dérives, mais l'histoire du babouin touche à une cruauté qui a dégoûté les utilisateurs les plus habitués au site. Un utilisateur caché a publié une discussion affirmant avoir acheté illégalement un jeune babouin sur le marché noir des animaux. Au lieu de simplement montrer sa vie avec l'animal, l'internaute a commencé à poster des photos et des descriptions d'expériences cruelles qui faisaient subir au petit singe pour tester ses limites de résistance à la douleur et au désespoir. La discussion s'est transformée en un spectacle d'horreur pure où la communauté a essayé de trouver l'adresse informatique de l'auteur pour le dénoncer aux autorités. L'absence de fin claire et le doute sur ce qui est arrivé à l'animal font de cette histoire un rappel brutal de la méchanceté pure qui peut grandir derrière l'anonymat total. Au milieu des années 2000, une bibliothèque publique située au Pays de Galles a installé une série de caméras accessibles en ligne pour permettre aux internautes de surveiller ces pièces historiques la nuit.
Suite à des rumeurs de fantômes, le site de la bibliothèque hantée est rapidement devenu un point de rendez-vous pour des milliers de veilleurs de nuit virtuelles. Si la grande majorité des vidéos ne montraient que des pièces vides et sombres, l'ambiance a changé lorsque plusieurs internautes ont enregistré des séquences anormales. Des livres se déplacent tout seuls sur les étagères, des changements brusques de la qualité d'image sans aucune raison technique et surtout l'apparition rapide de silhouettes transparentes cachées dans l'ombre des livres. Le malaise est devenu plus grand lorsque la bibliothèque a brusquement coupé les vidéos et ont supprimé le site. Après que des employés ont raconté avoir ressenti une peur étouffante et constaté des pannes de courant systématiques à l'heure exacte où les caméras filmaient ces bizarreries. Fusionna au Mali est un monument de sites emmêlés et de peur sur les complots des années 90, qui continue de laisser ses données sur le web. Conçu comme un centre de recherche brute, le site relie entre elles des milliers de thématiques très sombres. Technologie de contrôle mental de la CIA, expériences biologiques cachées, rituels secrets des personnes les plus puissantes du monde et outils de surveillance de masse. Le design du site imite la structure d'un cerveau malade et d'une intelligence artificielle qui sait tout. Naviguer sur Fusion Anomaly donne la sensation étouffante d'avoir accès à une fuite de données mondiale que les gens normaux ne sont pas censés comprendre. Un dictionnaire de la fin du monde où chaque lien vous enfonce un peu plus dans une paranoïa dont il est impossible de sortir par logique. Voilà, je suis actuellement en train de faire le montage de cette vidéo et je suis rendu à ce sujet. Et ce sujet, il est quand même assez spécial. Pour les gens qui ne savent pas, il y a Feldup qui a sorti sa vidéo hier. Et le sujet dont je vais parler juste après, bah, il en parle dans sa vidéo. Pour les gens qui ne savent pas, je fais aussi des vidéos réactions. Donc j'ai réagi à cette vidéo-là et j'étais moi-même choqué de ce sujet alors que j'ai littéralement fait des recherches dessus. J'étais très fatigué, d'accord? Je sais pas comment j'ai pu oublier. Certes, il y a beaucoup de sujets dans cet iceberg, mais je sais même pas comment j'ai pu oublier que j'ai fait des recherches par rapport à ce sujet. Mais voilà, c'était juste une petite anecdote. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mosquée du passé, je te laisse présenter le sujet. L'affaire du centre de garde de Salt Lake City nous plonge dans l'une des vagues de panique et de théories du complot les plus sombres de l'histoire du net américain. Un site web tout simple a commencé à rassembler des accusations cachées, des témoignages d'enfants et de schémas affirmant qu'une garderie tout à fait normale cachait en réalité un réseau souterrain de rituels secrets et de maltraitance sur les enfants, impliquant des personnes importantes. Le site publiait des plans de prétendus tunnels secrets creusés sous le bâtiment et des listes de suspects. L'enquête officielle de la police n'a trouvé absolument aucune preuve matérielle, concluant à un effet d'hystérie collective où tout le monde se met à croire une fausse peur. Cependant, le site a continué de pousser les gens à une chasse à l'homme obsessionnelle en ligne, détruisant la vie d'employés innocents et prouvant que le web pouvait devenir une arme pour attaquer des gens en groupe, alimentés par des délires imaginaires incontrôlables. Welcome to Worlds Online, the Internet's first 3D virtual world platform in continuous service since 1994. In one shared virtual space, online users can shop, watch movies, listen to music, play games, and collaborate with each other. Today's web user is looking for an intimate connection with friends, with celebrities, and with trending brands that reflect their values and lifestyle in both the real world and the virtual. Worlds.com est l'un des tout premiers logiciels de discussion en 3D des années 90, qui est un ancêtre direct du jeu VRChat. Le logiciel est aujourd'hui un désert numérique abandonné par ses créateurs. Mais ses serveurs sont mystérieusement restés en ligne. En explorant ces mondes virtuels, aux images pixelisées et cassées, un utilisateur nommé John Drew est tombé sur un personnage avec un avatar de cheval noir nommé Nexialist. Nexialist se promenait seul dans les couloirs vides
depuis des années. Lorsqu'on essayait de parler avec lui, il guidait les rares visiteurs à travers des pièces secrètes cachées derrière les murs du jeu, remplies d'images macabres, de symboles bizarres et de messages textuels parlant d'une secte en ligne. Des groupes de joueurs se rassemblaient à des heures précises de la nuit pour suivre les marches silencieuses de Nexialist. L'atmosphère de ce cimetière virtuel, hanté par des personnages figés et des rituels numériques dont on ignore le but réel. Sous ce fond nom banal se cache l'histoire de l'un des prédateurs les plus traqués par les communautés d'enquêteurs du net public. Cet individu gérait une multitude de chaînes YouTube et de blogs, apparence innocente, prétendant donner des conseils pour aller mieux ou des vidéos de voyage. Les détectives d'internet ont découvert qu'il cachait dans ces vidéos des messages invisibles au premier coup d'œil et des codes destinés à un réseau secret d'harcèlement et de traque de femmes dans le monde réel. Ces blocs d'apparence normale contenaient dans leur code informatique des fiches d'identité ultra détaillées de victimes potentielles, de leur code informatique caché, avec leurs horaires de travail, leurs trajets de tous les jours, et des photos prises sans qu'elles le sachent à travers les fenêtres de leur maison. L'affaire a montré la façon dont des individus dangereux peuvent utiliser les outils les plus simples du net pour organiser des campagnes de terreur bien réelles. Coldness in My Heart, ou La froideur dans mon cœur, était le pseudonyme d'une internaute qui a hanté les forums de modification du corps et les sites alternatifs des années 2000. Cette jeune femme utilisait ses blogs pour filmer et montrer des actes d'automutilation d'une gravité extrême, d'un niveau médical qui dépassait ce que les médecins pouvaient comprendre. Ces photos, d'une violence graphique insoutenable, montraient des blessures qu'elle s'est faites elle-même dans une solitude totale, en écrivant sous ces photos des poèmes de désespoir total. Malgré des signalements constants de la communauté pour essayer de lui venir en aide, elle réussissait toujours à ouvrir de nouveaux sites pour montrer ses photos. Son compte s'est brutalement arrêté, laissant une suite d'images choquantes qui rappellent la détresse de ceux qu'Internet n'a pas réussi à sauver de leurs propres démons. Nous terminons ce niveau avec une affaire de disparition qui a rassemblé de grandes foules numériques. En juillet 2018, le corps d'un marcheur est découvert dans sa tente, dans un grand parc naturel en Floride. L'homme n'a pas sur lui une carte d'identité, aucun téléphone, aucun portefeuille. Les marcheurs qu'il avait croisés sur les chemins des mois avant ont raconté qu'il se faisait appeler Mostly Harmless, presque inoffensif, qu'il était très fort en informatique, mais refusait de parler de son passé. Pendant plus de 2 ans, des milliers d'internautes sur Facebook et Reddit ont mené une enquête gigantesque, analysant ses vêtements, ses carnets de notes remplis de codes et des photos pour trouver son identité. Il a finalement été identifié en décembre 2020 comme étant Vance Rodriguez, un très bon développeur informatique qui avait choisi de couper définitivement les ponts avec la société pour aller mourir seul dans la nature. Ces carnets de code partagés sur les forums restaient le dernier message mystérieux d'un homme qui a choisi de s'effacer volontairement du monde réel sur ordinateur. Nous sommes enfin tout au bas de l'iceberg, là où la pression est si forte qu'aucune lumière ne passe et où l'eau est glaciale. À ce niveau-là, le net public rejoint des recoins de noirceur totale. Les cas qui suivent ne sont ni des fictions, ni de l'art bizarre, touchent des affaires d'espionnage secret, des piratages criminels, des sites web d'une méchanceté pure et des vrais meurtres dont les indices ont été abandonnés sur le réseau. Installez-vous, bienvenue dans le dernier niveau de l'iceberg. Si on inverse les lettres de ce titre, on obtient Angry Neighbor, le voisin en colère. Derrière ce pseudonyme, une chaîne YouTube et une série de blogs apparus
à la fin des années 2000 qui filmait un harcèlement entre voisins d'une intensité insoutenable. L'auteur affirmait que son voisin directement envoyait des micro-ondes et des ondes magnétiques à travers les murs de sa maison pour lui détruire son cerveau. Les vidéos montraient des plans fixes de murs vides, rythmés par des bruits grésillements de métal et de bourdonnements très forts. L'ambiance est devenue lourde lorsque l'auteur a commencé à poster des fichiers audio inversés, à lire à l'envers, contenant des menaces de mort très précises et des plans d'armes artisanales qu'il comptait fabriquer pour se venger. La chaîne s'est brutalement arrêtée lorsque la police locale est intervenue, découvrant un homme vivant enfermé dans la folie totale, ayant entièrement recouvert les murs de sa maison en papier d'aluminium pour échapper à des ondes imaginaires. C'est l'archive brute d'un esprit sombrant dans la folie, armé d'une caméra. Cette affaire est l'une des histoires les plus célèbres de l'histoire de YouTube. Pendant plusieurs années, plusieurs internautes ont cru être témoins d'un véritable crime avant de découvrir la vérité. Tout commence au milieu des années 2000 avec une chaîne YouTube tenue par une jeune femme. Au départ, elle poste des vidéos très simples où elle raconte sa vie quotidiennement, mais l'ambiance change brusquement lorsqu'elle a affirmé qu'un harceleur la suit et l'observe. La tension culmine dans une dernière vidéo terrifiante. On y entend la jeune femme hurler de peur tandis qu'un homme crie en arrière-plan, puis la vidéo se coupe brutalement. Juste après cet événement, la chaîne disparaît complètement d'Internet. Pendant des années, cette histoire est devenue une véritable légende urbaine. Beaucoup de gens étaient convaincus que cette femme avait été enlevée, voire pire. Des années plus tard, des youtubeurs spécialisés dans le mystère du web ont relancé l'enquête. Des milliers d'internautes ont alors fouillé les archives d'Internet, les rapports de police de l'Oregon et des sites cryptiques pour essayer de découvrir ce qui lui est arrivé. L'enquête a finalement révélé que toute cette histoire était entièrement fausse. Discharge.org était un site d'une violence visuelle et de psychologie totale. Actif au début de l'ère des sites modernes, contrairement aux sites de vidéos choquantes habituels qui rassemblaient des images d'accidents, de sites se concentraient uniquement sur des dossiers médicaux bizarres, les autopsies secrètes et les restes d'humains non identifiés. Le site n'avait aucune décoration, il s'agissait d'une liste brute de liens menant à des fichiers d'une qualité médicale effrayante. Le malaise s'est transformé en horreur lorsque des internautes ont réalisé que certaines images d'autopsie n'appartenaient à aucun registre d'hôpital officiel et semblaient avoir été prises en cachette dans des sous-sols privés. Heureusement que ce site n'est plus disponible. Maintenant, quand on cherche l'URL, on tombe sur un site de paris sportif. Mais il y a un moyen assez particulier pour aller revoir ce site, et bien sûr, je ne le dirai pas. Pour les plus curieux d'entre vous, je vais essayer de vous dégoûter pour que vous évitez d'aller faire des recherches et tomber sur ce site. Donc, j'aimerais vous dire 3 trucs que j'ai pu voir sur ce site pour vous dégoûter. Donc, la première chose, c'est qu'il y a du gore, ce qui est assez basique. La deuxième chose, c'est qu'il y a du contenu pornographique. Et la troisième, ce qui est la plus dure et que je vais peut-être devoir biper plusieurs mots, mais j'ai vu un homme avec le pénis arraché en 3 en train d'éjaculer. Ça devrait vous donner moins l'eau à la bouche. Et d'ailleurs, bon appétit à ceux qui mangent devant cette vidéo. L'idée que le site servait de catalogue ou de vitrine pour des tueurs en série ou des trafiquants d'organes a poussé la police à fermer définitivement le site et à prendre tous les disques durs. Alors ici, je me suis complètement trompé. Dans l'iceberg, on voit Eon 5, mais moi j'ai parlé de Eon 8. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais parler des deux. Mais le Eon 5 sera un peu plus rapide. En fait, avec le Eon 8,
il y a des gens qui ont essayé de voir s'il y avait d'autres pages avec ce Aeon 8. Donc les gens ont essayé Aeon 0, Aeon 1, etc. Mais un seul est resté dans l'eau. Le Aeon 5, que quand on tapait cette adresse, ça affichait cette image. Et c'est resté comme ça pendant plusieurs années. Et après ces années-là, l'image a de nouveau changé pour qu'on le voit apparaître un gros Aeon 5 qui a l'air d'être un label de musique. Vous vous demandez sûrement comment on peut savoir que c'est un label de musique. Alors c'est très simple, pas mal de gens ont cherché à travers les sons que ce label de musique aurait pu produire. Ils ont trouvé un son, voici la cover. La vraie question est pourquoi ils ont laissé cette adresse pendant plusieurs années pour juste une musique. Ça, on sait pas vraiment. Et passons à Aeon 8. En mai 2006, Aeon5.com fait son apparition et déclenche une panique immédiate chez les spécialistes de sécurité informatique. Le site montrait seulement une série de comptes à rebours mystérieux, de logos de fausses agences de gouvernement et des lignes de code laissant croire qu'un virus informatique géant allait être libéré pour détruire les réseaux importants du monde entier. Pendant des semaines, les forums ont essayé de trouver où étaient cachés les ordinateurs du site qui semblaient sauter d'un pays à l'autre à une vitesse anormale. À la fin du compte à rebours, le site a changé pour révéler qu'il s'agissait simplement d'une grande expérience sociale menée par une entreprise de publicité en technologie. Le but était de tester la vitesse à laquelle la peur et la panique se partagent sur Internet, même si le danger réel était de 0. Voir la fragilité des internautes face à un écran noir et quelques chiffres restent effrayants. Curat 193 fait référence à une série de partages de données très secrètes et très codées, interceptées sur des réseaux publics des années 2010. Les fichiers qui portaient ce nom contenaient des listes de données de l'armée et des fréquences radio enregistrées au-dessus des zones de guerre. Ce qui a terrifié les chasseurs de code amateurs, c'est la présence de fichiers audio cachés au milieu de toutes ces données informatiques. Ces pistes contenaient des voix froides, comme des voix de robots qui lisaient des listes de noms de gens ordinaires et des coordonnées géographiques très précises. La théorie la plus partagée est que Curat 193 était d'un système automatique pour choisir des cibles ou un programme d'attaque géré par une intelligence artificielle militaire cachée qui utilisait Internet pour envoyer ses messages en secret. L'histoire de John Lang est l'un des drames réels et les plus connus du web. Cet habitant de la ville de Fresno, en Californie, a ouvert une chaîne YouTube pour montrer ce qu'il appelait une campagne d'harcèlement et de surveillance menée contre lui par la police de sa ville. Tout cela aurait commencé après qu'il ait dénoncé une affaire de corruption liée à des fausses contraventions. Pendant des mois, Lang poste des dizaines de vidéos montrant des voitures de police banales garées devant chez lui, des personnes en train d'observer sa maison avec des jumelles et des coupures de courant assez bizarres. Sur son compte Facebook, il écrit un message très clair: « Si je meurs dans les prochains jours, ça ne sera ni un suicide, ni un accident. Ce seront eux. » Quelques jours plus tard, sa maison est retrouvée en feu. Le corps de John Lang est recouvert à l'intérieur, poignardé plusieurs fois dans le dos. La police locale en conclut à un suicide, affirmant que Lang était très malade, paranoïaque et qu'il s'était fait mal tout seul. Pour les internautes, ces vidéos restent des preuves de meurtres préparés et filmés en direct. À première vue, son nom évoque la bienveillance. On s'attendrait à y trouver des tutoriels, des guides pratiques ou des conseils pour simplifier son quotidien. Mais dès que l'on clique sur l'une de ces vidéos, c'est tout de suite une autre ambiance.
Pas d'astuce, pas de voix rassurante. À la place, l'écran s'anime d'images dérangeantes, de boucles visuelles hypnotiques et de coupures abruptes. Le tout sur un fond de bruit strident et de grésillements qui s'apparentent à des messages codés. C'est ce contraste total entre un titre rassurant et un contenu profondément perturbant qui rend cette chaîne si fascinante. Les théories de la communauté s'affrontent sur les forums pour essayer de lier les indices entre eux, mais à mesure que l'on creuse, les réponses se font de plus en plus rares, laissant place à une sensation d'inconfort omniprésent face à ces archives numériques inexplicables. Le mot playground veut dire terrain de jeu. Quand on lit ce nom, on pense tout de suite aux rires d'enfants et aux souvenirs d'école. On s'entend avoir des dessins animés, des jeux vidéo, mais quand on clique sur la chaîne de Playground, l'ambiance change complètement et devient très bizarre. Hey guys, just doing a little test here. Just doing a test of my new camera. Le terrain de jeu se transforme soudainement en un piège sombre. À la place des rires, l'écran montre des vidéos de mauvaise qualité, des images de caméras de surveillance qui filment le vide. En fond sonore, on entend des musiques pour bébés ralenties qui font peur, des bruits de balançoires qui grincent et des messages secrets qui s'affichent très vite. Sur Internet, les gens cherchent tous à comprendre. Sur les forums, plusieurs théories s'affrontent. Est-ce que c'est le projet d'un artiste, un jeu de piste géant avec des énigmes, ou peut-être que ça cache quelque chose de plus sombre? Les internautes analysent le moindre détail, comme les codes cachés dans le son ou les coordonnées géographiques dans les descriptions. Mais plus on cherche, moins on trouve des réponses. Chaque vidéo apporte une nouvelle énigme, mais on se trouve vite mal à l'aise face à ce terrain de jeu abandonné. Le piratage de la station radio WKCR de l'Université de Columbia en 1995 est l'un des incidents les plus terrifiants de l'histoire des médias. Au beau milieu de la nuit, la musique s'interrompt brusquement pour laisser la place à un signal piraté d'une puissance anormale. Pendant plusieurs minutes, la radio diffuse un son hyper aigu et impossible à supporter. Cela mélangeait des bruits de friture informatique à une voix de femme qui hurlait de terreur, coupée par une voix de robot qui lisait une liste de noms de personnes mortes et de dates de disparition jamais résolues. Avec l'arrivée d'Internet, les fichiers audio de ce piratage ont été partagés sur les forums de mystère. L'analyse des sons a révélé des messages codés venant d'un gouvernement. Ce piratage n'était pas une blague, c'était une transmission secrète d'une grande violence psychologique qui est restée gravée dans l'histoire du réseau. Le site oct282001.com est apparu au début des années 2011 et a tout de suite attiré les passionnés de complot. La page d'accueil montrait simplement un fond d'écran noir, une date, le 28 octobre 2001, et un lien vers un texte de plusieurs milliers de pages. Ce document contenait des calculs mathématiques très compliqués sur la physique, des morceaux de vieux textes religieux et des avertissements disant qu'une catastrophe mondiale
allait arriver à cette date précise. Plus étrange encore, le site donnait un numéro de téléphone. Les internautes qui appelaient ce numéro tombaient sur une ligne pleine de bruits de respiration très fortes, des bruits de machines et des gens qui murmuraient des suites de chiffres. À la date du 28 octobre 2011, le site s'est éteint et ne s'est rien passé du tout. Les analyses faites plus tard ont laissé penser qu'il s'agissait juste d'un test pour recruter des personnes très fortes en logique pour une agence de renseignement privée. Derrière ce nom d'enfant se cache l'un des virus de chantage les plus destructeurs d'Internet. Contrairement aux virus habituels qui bloquent les fichiers, AppCube s'attaquait uniquement aux souvenirs personnels. Les photos de famille, les photos de vacances, les vidéos de vacances et les messages privés. Une fois installé, le programme affichait un cube en 3D qui souriait à l'écran, avec une musique de boîte à musique cassée. Le logiciel effaçait définitivement un fichier personnel toutes les 10 secondes. Pour arrêter ce massacre, l'utilisateur devait faire des actions humiliantes ou dangereuses devant sa propre webcam. Et les images étaient directement envoyées sur des sites publics. Ce virus était une forme de terrorisme intime, faite non pas pour gagner de l'argent, mais pour le plaisir cruel, pour détruire la dignité des victimes. Pour terminer définitivement cette dernière couche, nous analysons le dossier de Henrix. C'est le nom d'un serveur et d'un site trouvé par hasard lors d'une vérification de réseau normal, à la fin des années 2000. Le site cachait une immense base de données secrète contenant des dossiers médicaux, des profils psychologiques et des journaux de surveillance quotidienne de personnes partout dans le monde. Le détail qui a terrifié les enquêteurs est que ces personnes n'avaient aucun lien entre elles et ne savaient absolument pas qu'elles étaient surveillées. Les fichiers contenaient des notes de leurs réactions à de faux problèmes créés exprès pour les stresser et les coupures de courant provoquées chez elles. Des faux appels téléphoniques ou des objets personnels volés pour les troubler. Henrix était l'outil informatique d'une mission géante d'harcèlement et d'expérience sur des vrais humains menée par une organisation secrète. Le site a été effacé d'Internet en quelques minutes après sa découverte, ne laissant que des captures d'écran comme preuve d'une surveillance invisible et totale. Nous sommes enfin de retour à la surface. Notre descente à travers ces 6 couches d'iceberg est définitivement terminée. Nous sommes partis des légendes urbaines et des blagues amusantes au sommet de l'iceberg pour finir dans le noir total et de réseaux criminels, des secrets d'État ou même des souffrances humaines. Ce voyage nous rappelle quelque chose, c'est qu'Internet n'est pas seulement un outil pour apprendre des choses, mais il cache bien plus que ça. Comme vous avez vu dans cet iceberg, il peut cacher des choses très sombres, sans même qu'on s'en aperçoive, ou des choses qui peuvent nous rendre totalement fous. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Si je suis dans le noir, je sais pas pourquoi je suis dans le noir. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. À l'heure où je tourne, je l'ai pas fini. En tout cas, c'est pour vous dire, voilà, merci pour les retours de la dernière vidéo. J'ai vu il y a pas longtemps, on était à 80 abonnés, ce qui est quand même pas mal. Mais voilà, si vous voulez que je fasse d'autres icebergs, que je décortique des sujets en particulier, n'hésitez pas à me dire, à donner des conseils surtout en commentaire, parce que faut savoir que je débute. J'ai pas énormément de vidéos dans mon catalogue, en tout cas pour l'instant, mais je suis quand même assez motivé pour le futur. Je sais que parfois le montage peut pas être ouf, mais j'ai pris quand même beaucoup de temps à faire ce montage-là, parce que en fait j'avais beaucoup de problèmes, surtout avec mon PC, et il y avait des jours, même plusieurs jours, je pouvais pas être de mon PC pour faire le montage, ni rajouter des trucs dans cette vidéo, parce que j'avais des galères. Bref, je vous en passe les détails. Mais en tout cas, sur les prochaines vidéos, j'essaie de m'appliquer un peu plus sur le montage. Peut-être les faire durer un peu moins, parce que les vidéos longues, c'est pas vraiment mon délire. Je préfère les petites vidéos bien montées. Parce qu'en fait, si c'est trop long, le montage sera pas si ouf que ça. Donc, je préfère faire des petits formats où je m'applique le plus, où l'histoire sera beaucoup mieux travaillée, où j'explique un peu mieux, j'adapte mon texte, peu importe. Donc voilà, c'était tout pour cette conclusion. On se dit à la prochaine. Et ciao.